Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi à 17h45, c'est le quart d'heure américain. Nous retrouvons notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Alors dans la partie précédente, on a terminé sur le débat budgétaire français, mais faisons le débat budgétaire américain à un mois de l'élection présidentielle désormais. Est-ce que c'est un débat d'ailleurs dans cette campagne, Pierre-Yves ? C'est ça le problème, c'est qu'en France, au moins, on a posé la question, faute d'avoir trouvé les termes d'une réponse. Aux États-Unis, les problèmes sont les mêmes, d'ailleurs en termes de pourcentage aussi, mais personne n'en parle, parce que le dollar n'est pas dans la zone euro, et il n'y a aucune espèce d'urgence, et certainement pas une urgence électorale, puisque ni Donald Trump ni Kamala Harris ne veulent parler de ce qui fâche. Je suis d'ailleurs frappé de la médiocrité de cette campagne et encore plus frappé par le fait que la plupart de mes confrères trouvent que c'est formidable et qu'on a une campagne à rebondissement. Juste un petit pas en arrière sur le taux, enfin sur le niveau des rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans. On est aujourd'hui un peu plus haut que le 18 septembre, un peu plus haut que le jour de l'annonce de la Fed, on est à 3,77. 3,77, alors qu'en France, on est à 2,92. Je ne voudrais pas jouer les Thomas Piketty, mais les États-Unis payent beaucoup plus cher que la France et beaucoup plus cher que l'Espagne et le Portugal pour se financer à 10 ans. Je pensais qu'on pouvait quand même le signaler. Je pense qu'il y a pas mal d'investisseurs en France qui ne sont pas forcément professionnels, qui peut-être ont évacué cette réalité dès aujourd'hui, et de plus en plus depuis 3 semaines, les États-Unis, à long terme, sur les rendements à 10 ans, doivent payer un petit peu plus. Et on ne me retirera pas de l'idée que parmi les facteurs qui peuvent influer sur les rendements du T-bond à 10 ans, il y a le fait que Kamala Harris probablement va remporter l'élection et qu'elle va se retrouver face à un Congrès qui ne sera pas démocrate, probablement un Sénat qui sera étroitement contrôlé par le Parti républicain, une Chambre démocrate étroitement démocrate, et que c'est la recette pour qu'une fois de plus, on ne s'attaque pas au fond du problème du déficit et de l'endettement catastrophique des États-Unis, parce que ça fâcherait les électeurs. Donald Trump veut baisser les impôts, il ne parle pas du déficit et il ne veut pas toucher aux dépenses sociales. Kamala Harris veut augmenter les dépenses publiques à la manière de Joe Biden au nom de la politique industrielle. Et tous ces discours sont des discours qui ont une portée sur le contenu émotionnel de la campagne, mais qui, dans la réalité des chiffres, sont complètement à côté de la plaque. Quand je pense que Kamala Harris a produit un livre qu'elle a l'audace d'appeler Policy Book, un livre de 82 pages, où aucune de ses propositions, aucun de ses cadeaux fiscaux n'est chiffré. On ne chiffre plus rien, on marche sur la vibe, je n'invente rien. C'est une campagne de vibe de Kamala Harris. Quant à Donald Trump, c'est n'importe quoi. On peut, si vous en avez l'intérêt, faire la liste des cadeaux fiscaux que Donald Trump propose, alors que le déficit budgétaire fédéral est autour de 6 à 7% du PIB. Donald Trump propose d'abord de prolonger, de reconduire plus exactement, les réductions d'impôts qu'il avait fait voter en 2017. Ça va nous coûter 4 300 milliards de dollars sur 10 ans. Ensuite, il veut créer un nouveau crédit d'impôt pour les familles à enfants. Rajoutez-moi 3 000 milliards. Ensuite, alors là, on est dans l'électoralisme pur. Il veut cesser de taxer les heures supplémentaires. Encore un cadeau de 1 500 milliards de dollars. Il veut cesser de taxer les pensions de Social Security, qui est le régime général de retraite auquel tous les Américains ont droit. Rajouter 1 200 milliards de dollars. Il veut réduire encore les impôts des entreprises. Allez, un petit cadeau de 600. Et il veut également éliminer, c'est extraordinaire, il veut éliminer la taxation des pourboires. C'est très important ça, les pourboires, surtout quand on travaille dans la restauration. C'est estimé à peu près à 100 milliards de dollars sur 10 ans. Tous ces chiffres que je vous cite sont les estimations de la Tax Foundation, qui n'est pas exactement une émanation de la 4e internationale trotskiste. Et pourtant, personne ne les conteste, et pourtant, la campagne continue et
on dirait en anglais, we're whistling to the graveyard. Nous avançons inéluctablement vers le cimetière en sifflotant. Oui, on va dans le mur, quoi. Non, mais c'est bien parce que vous avez encore cette capacité à être surpris par la démagogie d'une campagne présidentielle américaine, Pierre-Yves. Non, malheureusement, je ne suis pas surpris. Je suis surpris que ma corporation de journalistes fasse semblant d'y croire. C'est ça qui me surprend et c'est ça qui me déçoit. Et qu'à part quelques publications trop rares, personne ne force ces candidats à dire la vérité aux électeurs et surtout pas la presse de l'establishment qui, à fond, joue la carte de Kamala Harris. Ça veut dire, pour conclure sur le sujet budgétaire, mais on va se retrouver dans une situation où on va à nouveau aller de risque de shutdown en risque de shutdown, de relèvement du plafond de la dette en relèvement du plafond de la dette. Enfin, on va repartir dans des séquences dont on a l'habitude, mais qui vont se retrouver là devant nous encore, quel que soit le prochain locataire de la Maison-Blanche. Ça n'est pas invraisemblable, ça dépend tout de même de la manière dont Donald Trump pourrait être battu, s'il est battu. S'il est clairement battu, les républicains ont des questions à se poser sur l'avenir de leur parti. Veulent-ils redevenir un parti républicain conservateur qui prônerait une certaine orthodoxie fiscale, ou veulent-ils continuer à être un parti nationaliste et un parti populiste qui ignore la réalité des chiffres ? Si les républicains peuvent se décider d'un côté ou de l'autre, à ce moment-là, on verra si un éventuel compromis est possible. Mais si vous croyez le New York Times et le Washington Post, et CNN et toute la bande, Kamala Harris est une centriste qui voudra faire des compromis. Voilà, j'ai des doutes. On fait rouler la canette le long de la route côté budgétaire. En revanche, sur le sujet de l'immigration, là, il y a visiblement des positions et des postures de part et d'autre, Pierre-Yves. On est dans les... oui, ce que vous dites est parfaitement exact, mais à l'image du non-débat sur le budget, nous avons un vrai débat là sur l'immigration, mais dans les deux cas, chaque parti est dans un déni de réalité. Déni complet de réalité, d'abord, pendant 3 ans de l'administration Biden-Harris, qui nous ont expliqué qu'il n'y avait pas vraiment de problème d'immigration. Et puis, depuis 1 an, ils s'aperçoivent que quand même, ça fait désordre parce que les chiffres des sans-papiers qui sont interceptés effectivement par la police des frontières sont tellement supérieurs à la norme historique qu'on est obligé d'admettre qu'il y a un problème. Ces chiffres sont absolument invraisemblables. Je les cherche désespérément dans mes notes, les voilà. Plus de 10 millions d'interceptions depuis 3 ans et demi. 10 millions de migrants, on les appelle migrants parce que c'est plus correct que de dire immigrants. Plus de 10 millions ont été arrêtés à la frontière, ce qui veut dire qu'il y en a bien plus qui sont passés sans qu'on les arrête. Sous la mandature de Donald Trump, le chiffre était de 3 millions. Donc, que fait Kamala Harris quand elle voit que c'est un problème qui préoccupe vraiment l'Américain moyen maintenant? Elle dit « Ah, mais c'est la faute de Donald Trump ». Ça me rappelle ce ministre de l'économie et des finances qui est resté en poste de 2017 à 2024 et qui n'a rien à voir, mais rien, et qui n'est en rien responsable des finances publiques et de leur détérioration. Kamala Harris n'est pour rien dans le problème de l'immigration aux États-Unis. C'est tout la faute de Donald Trump qui, c'est vrai, a refusé en février le vote au Congrès d'un compromis bipartite qui aurait pu, on va dire, corriger un petit peu cette politique d'ouverture de facto des frontières à n'importe qui rentre sur le territoire américain, qui demande l'asile et qui ensuite est relâché sur le territoire américain avec un numéro et une date pour comparaître devant un juge pour l'asile politique, alors qu'on sait très bien que des mois plus tard, il aura disparu dans l'économie américaine et qu'on ne le retrouvera jamais. L'essentiel des choses qui auraient pu être faites par ce compromis sur l'immigration que Donald Trump a refusé, c'est vrai, en fait, elles auraient pu être faites par décret par Joe Biden, mais Joe Biden ne voulait pas se mettre à dos la gauche de son parti et il a donc tourné le dos à cette solution pour en fait forcer les républicains à faire un compromis, républicains qui étaient prêts à le faire et qui finalement ont eu peur de Donald Trump et ont fait marche arrière. On est dans le billard à 3 bandes de la politique politicienne et dans le refus systématique de résoudre un problème qui est un véritable problème pour la souveraineté américaine maintenant.
Bon, billard à 3 bandes, effectivement, et ces débats qui sont un peu pris en otage par le jeu politique à Washington, c'est ce qu'on comprend sur l'immigration notamment. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain. Dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est à 17h45 si vous nous suivez en direct. Évidemment, vous retrouvez ce quart d'heure américain comme toutes nos émissions en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.